Bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices, c'est Cyrus et on se retrouve pour le 60e épisode de notre podcast hebdomadaire sur l'actualité footballistique européenne. Premier épisode de la troisième saison, nouvelle saison qui démarre officiellement, la saison 2024-2025. Et donc on est forcément sur les starting blocks pour pouvoir parler de ce qui s'est passé dernièrement, ce week-end, et également aujourd'hui, puisqu'il y a également des matchs aujourd'hui, que ce soit en Angleterre, en France, en Italie également. On en parlera durant. On en parlera. Et donc, pour parler de l'actualité footballistique européenne, je serai accompagné de nos fidèles contributeurs que sont Camille. Bonjour à tous mes chers amis, comment allez-vous? Alexis. Bonsoir. Et Jeff. Et bonsoir à tout le monde. Et donc, en premier lieu, on parlera donc de ce qui s'est passé globalement en France, notamment notre bonne vieille Ligue 1, la Ligue 2, et également une nouveauté puisque les circonstances ont fait que Bordeaux n'évolue plus en Ligue 2, mais évolue à deux échelons en dessous, soit en National 2. Donc la nouveauté de cette saison, c'est que donc on suivra à travers Alexis les aventures de Bordeaux dans sa mission, pas Cléopâtre, mais la mission remontée, La mission Cléopâtre, plutôt. Ouais. Voilà, on va dire ça. Dans sa mission reconstruction, on va dire. Ouais, voilà, on va dire ça comme ça, c'est plus... Voilà, on reste dans le thème. Hein. Exact. Après une belle déconstruction, surtout. Ah, c'est important la déconstruction en 2024, à ce qui paraît. Ah, ouais. On va voir la gueule du mec qui l'a déconstruit. Bon, bref. Voilà. Et donc, on peut commencer donc par la Nationale 2, si tu le veux bien, Alexis. Bon, Bordeaux, pour info, n'a pas joué, Alexis expliquera pourquoi il n'a pas joué, mais il y a quand même eu certains matchs, et c'est quand même bon de connaître ce qui s'est passé pour les futurs adversaires de Bordeaux. Donc Alexis, la parole est à toi. C'est gentil. Si un jour on m'avait dit que j'allais parler de ce championnat, enfin surtout de mon équipe de cœur en National 2, mais bref. Effectivement, donc Bordeaux, vendredi a reçu la notification comme quoi il ne serait pas repêché en national, et donc du coup on serait définitivement, oui, en National 2, à défaut de pire. Le championnat qui a donc repris ce week-end, et accrochez-vous parce que on va sortir de noms de clubs. Et moi personnellement, j'avais pas souvent entendu. Donc vendredi soir, il y a eu le premier match entre Avranches et les Herbiers, un partout entre les deux équipes. Et puis samedi, Blois a battu La Roche-sur-Yon 2-1. Bourges a battu le Poiré-sur-Vide 4-2, 3 partout entre les Voltigeurs de Châteaubriand et Saint-Malo. Poitiers qui est allé gagner à Dinan-Léon 2-0, un partout entre Saumur et Granville, et 2-0 pour Saint-Privé-Saint-Hilaire face à Saint-Brieuc. Et donc Saint-Colomban-Locminé qui était exempt, donc, en attendant l'arrivée des Girondins en National 2. Pourquoi les Girondins n'ont pas commencé? Parce que tout simplement, comme on le dit depuis très longtemps, beaucoup de joueurs ont quitté le club libre. Il resterait actuellement une trentaine de joueurs, toutes catégories confondues, de la Nationale 2. Enfin, un paquet de joueurs, il reste. Donc, en attendant de commencer ce championnat, Bordeaux a obtenu le report donc de cette journée-là et de la journée prochaine. Une deuxième journée qui sera le week-end prochain. Et en revanche, il a été refusé
le report de la 3e journée. Donc le Bordeaux commencera son championnat samedi 31, donc à domicile contre Poitiers. Donc voilà, pour l'instant, on ne sait pas dans quel stade ce sera. Alors, il est probable que ce soit le stade Matmut. Donc voilà, forcément, il y aura une jauge de supporters. De toute façon, même sans jauge, je pense qu'on jouera quand même devant 5-6 000 à mon avis. Donc voilà, il y a eu aussi quelques infos du côté des Girondins ce week-end par rapport à la suite des événements, ce qui pourrait se passer. On sait que Fenway serait toujours dans les parages pour racheter le club. On pensait que même en National 2, il serait parti. Mais au final, non, parce qu'ils veulent racheter le club en National 2. Et en plus du club, ils veulent racheter le stade. Sauf que c'est un peu ce qui bloque pour l'instant. La métropole de Bordeaux veut un prix, Fenway en propose un autre. Il y a quand même, à ce qui paraît, un sacré écart de prix. Donc, en espérant que ça se concrétise, parce qu'ils ont l'air vraiment prêts à racheter le club et à faire des efforts. Maintenant, faire racheter le club, faire des efforts, c'est très bien. Mais la dette, elle est encore là, elle sera toujours là. Peut-être étalable aussi sur un certain nombre de mois ou voire même d'années. On annonçait une dette de 90 millions d'euros. Ce serait a priori bien plus conséquente que ça, puisqu'il y aurait aussi un déficit de 54 millions. Donc j'étais pas très très bon en maths, mais 90 plus 54, ça fait 144. Donc ça fait quand même énorme pour un club de National 2. Ce qui nous sert de président, d'actionnaire, etc., nous dit qu'il n'y aura pas de liquidation judiciaire. Donc, à mon avis, on va faire cette saison en National 2, voir comment ça se passera. Et puis, à mon avis, l'année prochaine, on va resubir encore ce genre de truc. Donc voilà. Après, au niveau du recrutement, comme je le pensais, il y a des joueurs qui se sont proposés aux Girondins, notamment d'anciens Girondins. Certainement le plus connu qui s'est proposé, c'est Diego Roland. Maintenant, c'est même pas le salaire en National 2, c'est même pas 4 000 comme en National, mais c'est un tout petit peu plus de 2 000 euros. Donc, est-ce que pour 2 000 euros et l'amour du maillot, il reviendrait? Ça, les gens doutent. Maintenant, comme je le pensais, Bordeaux, même en National 2, ça attire quand même un minimum. Il y a visiblement plusieurs joueurs qui se sont proposés, donc, comme j'ai dit. Donc voilà, voir ce qui va se passer sur les 2 prochaines semaines et le début de saison en National 2, donc face à Poitiers, je le répète, le 31 août. Voilà. Et après, pour le classement, étant donné que c'est la première journée, comme on dit, ceux qui ont gagné sont en haut, ceux qui ont fait match nul sont au milieu, et ceux qui ont perdu sont tout en bas. Et la deuxième journée, je vais la donner. Dinan-Léon qui va recevoir Châteaubriand, La Roche-sur-Yon qui recevra Saint-Privé-Saint-Hilaire. Donc Bordeaux qui devait se déplacer pour cette journée au Port-et-Survie, le Port-et-Survie est exempt. Match entre les Herbiers et Blois. Poitiers qui recevra Bourges, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Grand-Villavranche et Saint-Colomban-Locminé face à Saumur. Voilà ce que je pouvais dire sur cette petite nouveauté. C'est une petite rubrique qui nous change, qui nous sort tout simplement de nos 5 grands championnats. Et c'est
quelque chose malgré toi, mais qui pour nous est quand même rafraîchissant et qui nous sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et je te remercie. Du vrai football amateur, Voilà. qui sont bons la merguez et la saucisse. C'est ça, le bruit des crampons sur le parquet et les chasubles sales. On a parlé de merguez saucisse. Oui. Oui, et de bière tirée à la pression, mon cher Jeff. Ah, je suis présent. Ah, je suis présent tous les jours. À consommer avec modération, évidemment. Évidemment. Et du coup, si avant de parler Ligue 2, je pouvais enchaîner sur le championnat national, parce que tant qu'on y est, autant qu'on remonte sur le classement, enfin sur les matchs qui ont eu lieu ce week-end. Pour les donner vite fait, donc comme en National 2, du coup le championnat se jouera donc à 17, parce qu'on sait que le club de Gaulle aussi, qui devait se déplacer à Marignane, finalement n'a pas joué. Je ne sais pas s'ils ont déclaré forfait ou pas, mais en National, c'est Villefranche-Beaujolais qui a été exempté, Orléans qui est allé gagner à Nîmes 2-1, de partout entre Rouen et Nancy, Valenciennes qui s'est imposé 1-0 face à Aubagne, Boulogne qui est allé s'imposer 1-0 à Châteauroux, Sochaux qui a battu Quevilly 2-0, même score pour Concarneau face à Paris 13 Atlético. Ce qui est bien avec ces championnats, c'est que je découvre en même temps que vous des noms de clubs. Bourg-Peronnas qui est allé s'imposer à Dijon 1-0, et le dernier match qui avait eu lieu aujourd'hui, c'est Versailles qui s'est imposé face au Mans 1-0. Donc en national, on retrouve les clubs qui ont été relégués de Ligue 2, à savoir Valenciennes, Quevilly et je sais plus. Valenciennes, Quevilly. Ah si, du coup il y avait 3 mais qui a été repêché, donc du coup ils sont que deux de Ligue 2 à évoluer en national. Donc voilà. Ce qui explique aussi pourquoi tu ne trouvais pas le 3e. Exactement. Étant donné que le 3e, normalement, ça aurait pu être Bordeaux. M'étonne que je ne le trouve pas. Alors que les Messins poussent pour égaliser en cette fin de seconde période dans le match de Ligue 2, les opposants à Bastia. Avec une tête manquée il y a quelques secondes à peine. C'est de ça que je faisais référence, c'était Traoré qui était monté sur corner pour placer sa tête, mais le gardien qui vient la repousser sur sa ligne. Et c'est dommage parce que ça aurait pu être beau. Ça aurait pu être l'égalisation pour le FCB, c'est le premier but de la saison, pour les Grenats. Mais il faudra encore attendre pour les hommes de Le Mignon pour égaliser. Mais vas-y, mon cher Alex, je te redonne volontiers la parole. Du coup, vu qu'on remonte sur les championnats, je vais donc annoncer les scores de Ligue 2. Alors, le championnat que j'ai regardé vendredi avec le multiplex, donc un peu moins entre guillemets concerné sur ce championnat. Donc comme Camille le disait, 1-0 pour Bastia contre Metz pour l'instant, 0-0 entre Martigues et Lorient, match qui a eu lieu au Vélodrome. Donc le multiplex qui avait commencé donc vendredi avec une victoire de Guingamp 4-0 face à 3, donc 3 qui a été repêché en Ligue 2 après enfin bref, voilà. 3-0 pour Amiens face au Red Star, victoire d'Ajaccio 1-0 face à Rodez, victoire 2-1 de Grenoble face à Laval, 2-0 pour Annecy à Dunkerque, de partout entre Clermont et Pau. Et hier, samedi, le PFC est allé s'imposer à Caen 2-0. Donc pareil, comme en National et en National 2, ceux qui ont gagné sont premiers, ceux qui ont fait match nul sont au milieu, ceux qui ont perdu sont dans les derniers, et Bordeaux est toujours pas en Ligue 2. Donc voilà sur ce passage National 2 et Ligue 2.
Ok, très bon pour les informations. Et du coup, je vais quand même enchaîner, parce que je vois que les micros sont fermés. Oui, enchaîne, vu que de toute façon, nous, on n'a pas grand-chose à dire sur la nationale. D'ailleurs, à part la Ligue 2, la Ligue 2, à part Metz, je n'aurais pas grand-chose à dire non plus. Donc, c'est pour ça que je te laisse la parole, mon cher Alex. Je vais me faire un petit plaisir et je vais donner mes favoris parce qu'on est quand même après la première journée. J'ai bien aimé le Paris FC qui a joué samedi. Donc, je les vois bien lutter au moins pour les 2 premières places. Et pour moi, le favori numéro 1, c'est Lorient. Donc, s'il fallait donner les deux, je dirais Lorient et le Paris FC. Je pense que Metz sera au moins dans le top 5 et disputera les barrages. J'ai bien aimé Guingamp, donc aussi dans le top 5, et je mettrai une toute petite pièce sur un club que personne ne doit attendre, à part même pas ses supporters, je pense. Je mettrai une petite pièce sur Sport, qui a été donc du coup repêché, qui, après avoir cru évoluer en national, à mon avis, pourrait se mêler à la lutte pour la montée, même si j'y crois pas trop, mais voilà, je les mets dans le top 5. Donc voilà, Lorient, le PFC, Guingamp, Metz et 3, puis j'avais quand même oublié, et je mettrais aussi Clermont au moins dans les favoris à la montée. Donc voilà. Je vais enchaîner. J'avais un petit mot aussi à dire concernant concernant la Ligue 2. Moi, de mon côté, bon, pour l'instant, hein, puisque bientôt, je pourrais plus trop le faire, mais je suis assez content de la montée de Martigues, un club voisin, pas très très loin de chez moi. D'ailleurs, Martigues qui est en train de jouer, enfin, là c'est la mi-temps, hein, qui est en train de jouer contre Lorient en ce moment, match nul 0-0. J'espère, si possible, que pour les gros matchs et éventuellement en Coupe de France, si long parcours il y aurait la possibilité, pourquoi pas, de les voir évoluer, je sais pas, peut-être au Vélodrome, s'il y a un Martigues PSG en Coupe de France, pourquoi pas, franchement, ça serait bien pour le club déjà, parce que ça leur assurerait énormément de recettes, et surtout, ça serait super parce que éventuellement, si ça tombe à un moment où je suis dans le coin, je pourrais tenter de les voir jouer contre le PSG, bien que cette année, il y a de fortes chances que j'aille voir le Paris FC. J'aille voir le Paris FC parce que j'habiterai bientôt pas spécialement loin de leur stade, et donc à l'occasion, il y aura la possibilité de pouvoir suivre le PFC, donc je n'hésiterai pas, bien évidemment, ces moments-là, de montrer Charletti sous son meilleur jour. Voilà. Ensuite, c'est gratuit en plus. C'est ça. Exactement. Et moi, pour ma part, la Ligue 2, je vais surtout suivre Metz, tout comme Jeff, tout simplement parce qu'on est du coin. Est-ce que c'est notre tête de cœur? Pour l'instant, la première rencontre de la saison ne se déroule pas idéalement, vu que Metz est mené 1-0 sur sa pelouse face à Bastia. Mais après avoir été un petit peu apathique en début de rencontre, les Messins se sont réveillés et ont eu plusieurs occasions. Et franchement, je pense qu'on pourrait. Bon, là, la première période n'est pas encore finie, mais il reste 2 minutes d'arrêt de jeu. Et je pense qu'en seconde période, si les Grenats continuent comme ça, peuvent revenir. Franchement, ils n'ont pas été dégoûtants sur cette première période.
Non, ça veut, hein, ça a encore un petit peu de mal, mais ça veut quand même chercher la légalisation. Après, le problème qu'il y a, c'est que on n'a pas de buteur à Metz. Le seul buteur en vrai qu'on a, c'est Elisor, et je le trouve quand même très régulièrement très léger pour un mec de sa taille et de son gabarit. Un garçon qui fait environ 1,90, qui n'arrive à prendre aucun ballon de la tête. Pour moi, c'est un problème quand tu joues au poste d'avant-centre. Ah, franchement, effectivement, c'est très paradoxal même. Et il n'arrive pas à s'imposer au duel dans les ballons aériens, quoi. Donc, je ne comprends pas, franchement. Peut-être il manque un petit peu de hargne, il manque un petit peu de vis, je dirais, et non pas de clous. Mais oui, non, c'est pour ça. J'attends de voir un vrai neuf pour, je vais pas dire pour remplacer Mikotadze, parce que vu la saison qu'il a fait, ça fait 25 ans qu'on n'avait pas vu ça quasiment en D2, quoi. Mais un mec qui peut tout simplement planter les buts au FC Metz. Et donc, on attendra la seconde période pour voir si quelque chose se trame du côté de FC Metz, et j'interviendrai en live, entre guillemets, pour donner les informations si quelque chose bouge du côté de Saint-Symphorien. Mais je pense que maintenant qu'on a un petit peu parlé de tout ça, mon cher Alexis, veux-tu encore continuer sur quelque chose ou Non. Passons à autre chose. Passons maintenant au gratin, oserais-je dire, du football hexagonal. En effet, la Ligue 1. La Ligue 1, la Ligue des talents, la Ligue des pas Mbappé. Alors, concernant donc la première journée de Ligue 1, de mon côté, en tant que supporter de l'OM, je me suis régalé. Je me suis régalé concrètement. Un très beau match contre Brest. Brest qui est qualifié donc en Ligue des Champions, hein, c'est cette année, on le rappelle. Un très beau match, pourquoi ? Parce que bien qu'offensivement, on a aperçu de très belles choses, on a vu aussi défensivement, enfin j'ai vu plutôt, parce que c'est moi, j'ai vu également défensivement que Balerdi semble peut-être avoir eu un déclic qui fait que peut-être sous De Zerbi, il risque d'être responsabilisé tant défensivement qu'offensivement dans ses chevauchés. Je le vois un peu comme Bastoni sous Conte, où Conte l'utilisait très haut sur le terrain. Oui, où parce qu'il a d'une part un très beau pied gauche, il a cette capacité à pouvoir faire des transversales, etc. Mais il a également une belle conduite de balle qui fait qu'il peut très facilement faire du dépassement de fonction, s'intercaler en tant que autre milieu ou jouer à la même position qu'un piston gauche pour pouvoir apporter le surnombre. Et j'ai vu ça sur une action où il fait un rush solitaire, concrètement Balerdi, et ça finit par une faute. Je ne sais plus si c'est ça finit par un penalty ou un coup franc, mais il dribble 2-3 joueurs, puis après il se fait faucher et ça donne une faute. Mais des petites choses comme ça qu'on ne voyait pas vraiment chez lui, peut-être que le fait d'avoir le capitana et que De Zerbi a cette volonté de jouer un football total, peut avoir amené ça chez lui et faire qu'il soit en confiance. La mauvaise, par contre, il y a quand même une mauvaise nouvelle et qui vient d'être confirmée. Mumbagna qui est sorti sur blessure, il s'est bien fait les croisés. Il s'est fait les croisés et donc l'OM va recruter un attaquant. D'ailleurs, le jeune Satriano qui jouait à Brest l'année dernière, qui était en prêt à Brest l'année dernière, est l'une des pistes
vu par les dirigeants olympiens. Pourquoi pas une pierre deux coups après Carboni, pourquoi pas Satriano. Mais voilà, la blessure de Mumbagna pour plus de 6 mois, c'est vraiment la mauvaise nouvelle. Mais sinon, offensivement, on a pu voir ce que peuvent apporter des mecs comme Greenwood. Je vais pas. Moi, j'ai mon propre avis sur lui par rapport à ce qu'il a fait. Mais si on s'en tient à son apport sur le terrain, il y a il a montré de très bonnes choses et franchement, il y a de quoi, il a de quoi faire une très très belle saison. Si il est bien, il est toujours dans ce même mood où il est 100% concentré sur le foot, puisque l'année dernière, en Espagne, il a fait une belle saison avec Getafe. Et donc, non, il peut faire de très belles choses. Après, bien sûr, s'il fait une bonne saison, est-ce qu'il restera plus d'une saison à l'OM? Ça, c'est une bonne question. Mais en tout cas, il part. Ça commence. Le chapitre Greenwood commence sous les chapeaux de roue. Et tant mieux. En plus, Wai également a marqué sur penalty. Enfin, on lui a laissé le penalty, il l'a marqué. Luis Enrique qui. Lui, j'aime beaucoup son périple à l'OM parce qu'il est passé de renégat, joueur jeté, à finalement récupérer, puis joueur intéressant, puis joueur qui grappille de plus en plus de temps de jeu. Et je, en fait, je saurais pas comprendre comment l'OM a été avec lui, mais au final, lui, il s'est accroché et il se retrouve à être un homme utilisé, intéressant, et il l'a bien rendu. Il a mis d'ailleurs un doublé, Luis Enrique, donc c'est bien, c'est bien, et au final, qu'il continue ainsi, hein, on verra bien ce que ça va donner. De toute manière, il lui reste, c'est sa dernière, c'est sa dernière saison sous contrat. À voir ce que ça va donner, mais il y a eu des offres de prolongation de la part de l'OM. Pour l'instant, ça n'a pas abouti. Je peux dans un sens un peu concevoir, puisque son aventure à l'OM a quand même été assez compliquée. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais lui aussi, euh, ça, on a aperçu quelque chose, on a aperçu de très belles choses du côté de l'OM. Après, c'était pas le meilleur Brest, clairement, c'était pas le meilleur Brest. Il s'était aux fraises. D'ailleurs, Rouli a arrêté un penalty. Que demande le peuple? C'est pas des choses dont on avait l'habitude de voir chez les gardiens de l'OM. Lui, pour son premier match en Ligue 1, il arrête un penalty. Enfin, premier match en Ligue 1 avec l'OM. Il arrête un penalty. Magnifique. Magnifique, concrètement. Et ça donne une victoire 5-1. Il y avait déjà 4-1. Il y avait 3-1 à la mi-temps. Et ensuite, l'OM a vite marqué le 4e but. Et Wai, sous penalty, a marqué le 5e. Mais c'était un match très plaisant. Et la victoire de l'OM ne souffrait d'aucune contestation. Pour les autres matchs. En plus, ce qu'il faut dire, c'est que Brest jouait sans son métronome de l'année dernière, Pierre Lesmelou. C'est ça, exactement. Donc voilà, c'était aussi un des 2-3 cadres vraiment leaders de cette équipe brestoise qui a manqué face à l'OM. Je pense que l'OM aurait quand même gagné, mais avec un garçon de l'importance qu'a eu Lesmelou sur l'effectif brestois et sur les performances brestoises l'an dernier, je pense qu'une absence comme ça est quand même très dommageable. Ah oui, clairement, hein, clairement. Après, entre parenthèses, déplore un peu le fait que le mercato soit assez calme du côté de Brest, en sachant que le premier quart de l'année, c'est-à-dire de septembre à décembre, ça sera assez chargé pour eux, en sachant qu'il y a plus de matchs. Je ne m'aventurerai pas
à laisser l'effectif tel qu'il est, puisqu'il risque éventuellement de... Bon, il peut y avoir 1 ou 2 exploits en Ligue des Champions, tout est possible, bien évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça va être assez sport. Et je pense que ça, on risque d'en parler au fil de la saison. Brest, je pense que, sauf s'il y a vraiment, ils font des résultats exceptionnels, ils joueront le premier quart de la Ligue des Champions sur la phase de groupe et après, je pense qu'ils partiront. Mais pour une équipe, je ne sais pas, calibrée comme le PSG, qui jouera par exemple la Coupe du Monde des clubs, euh, les plus gros clubs vont avoir leurs internationaux qui jouent quasiment 11 mois dans l'année. Donc, il va devoir se passer, il va devoir y avoir des prises de conscience, des turnovers, mais Donc, justement, tu parles des internationaux. On ne peut pas vraiment dire que l'effectif grésois soit rempli d'internationaux, même s'il y en a quelques-uns. c'est ça en effet. Mais j'ai fait une petite digression. J'ai fait une petite digression, c'est pour ça. Mais par rapport à Brest, je veux dire que je pense qu'ils ont quand même besoin d'un peu plus de recrues parce que quand ils vont devoir jouer tous les 3 jours, ben. C'est ça, ils n'ont pas l'habitude des semaines anglaises, quoi. C'est ça exactement. Donc, et ça ne sera pas une, ça va être 8 matchs, quoi. C'est ça. Surtout avec la nouvelle monture de la C1. C'est ça. Qui t'impose 8 matchs et non 6. Donc, oui. Mieux vaut que l'effectif soit... Je comprends qu'avec le désir de cohérence, il y ait quelques retouches qui soient effectuées, mais il ne faut pas oublier aussi que, attention, tu as quand même... oui, d'accord. Tu as quand même une Ligue des Champions à jouer, c'est quand même des matchs et à ça jouer. bouffe des forces. Exactement, ça bouffe des forces. Ça bouffe beaucoup de force. Mais bon, là on est le 19 août, j'espère, je pense pas de mon côté qu'il y aura quand même des renforts, mais j'espère aussi qu'ils le feront parce que ça serait dommage qu'ils explosent à cause des joutes européennes. Concernant les autres matchs, le Rennes qui hier jouait contre Lyon, l'un des principaux chocs de cette journée. Rennes qui a fait un très bon match et qui a collé un score pas sévère mais un gros score quand même à Lyon, un très beau 3-0. Lyon qui malheureusement a été allez, je vais être volontairement provoque, lâché par ses recrues stars. Georges qui a raté son penalty, Niakate qui est également responsable dans l'un des buts marqués par les Rennais. Alors les mauvaises langues diront que Mikotadze, ils n'ont pas récupéré le bon Mikotadze parce qu'ils n'ont pas donné l'argent dû. Mais c'est la version comme ça a été dit sur les réseaux, c'est la version d'essai, c'est tout. La version d'essai. Faut payer si tu veux qu'il marque. C'est ça, exactement. Mais c'est bon, comme l'année dernière, hein, Lyon qui avait d'ailleurs l'année dernière, je crois, pris 5-1 de la part de Metz en entrée en match d'ouverture de la Ligue 1 2023-2024. Là, c'est que 3-0. Donc, Lyon oui, il me semble que Lyon avait très fortement perdu l'année dernière dans son premier match. Au match d'ouverture, ils avaient perdu à Strasbourg. Ah, Strasbourg. Ils avaient perdu 2-1, je crois, ouais. Tiens, je l'ai confondu avec un autre truc alors dans ce cas-là. Mais voilà, Lyon perd. Bon, après, je ne tirerai pas la sonnette d'alarme, hein, puisque je pense quand même que cet effectif-là fera mieux et que ça va rouler. Ça va rouler. D'ailleurs, Bourigeaud, premier buteur dans ce match, est sorti sous les applaudissements du Roison Park. Puisque normalement, c'était l'un de son dernier match, si ce n'est l'un des derniers matchs à Rennes. Il risque de... Enfin, il est pressenti pour partir, donc le bon Bourigeaud risque de partir de Rennes. Après, Rennes,
moi, personnellement, je ne comprends pas vraiment leur stratégie sur cette fenêtre de transfert. Après, je suis conscient que Rennes doit rembourser de l'argent à son proprio, puisque il y a quelques années, enfin, je sais plus, c'est 1 à 2 saisons, Monsieur Pinault a fait en sorte de prêter de l'argent, a mis la main au pot pour Rennes, mais il l'a fait d'une manière comme, entre parenthèses, Gérard Lopez le met dans un compte d'associé, de manière à ce qu'en gros, cela permet au club d'avoir de l'argent de son propriétaire, sauf que c'est un prêt. Et du coup, ce prêt-là, il faut le rembourser. Et on rembourse comment? Et je pense que le fait que sur cette fenêtre de transfert, il y a quand même beaucoup de gros transferts. C'est peut-être dans ce. Moi, je pense que c'est vraiment dans cette optique-là. Même si Rennes aussi à côté dépense, hein, mais c'est bizarre de perdre autant de forces vives, notamment Doué qui est parti au PSG pour plus de 50 millions, notamment. Mais c'est quand même assez étrange sur le coup de voir autant des gros départs à ce niveau-là. C'est vrai que le casting, le mercato du Stade Rennais laisse un petit peu perplexe, quoi. Très étrange. On dirait qu'ils veulent pas jouer les premiers rôles cette saison. C'est ça. Alors que eux-mêmes l'affirment qu'ils veulent se racheter de la mauvaise saison l'an passé et que donc ils veulent aller. Voilà, justement, jouer les mecs. C'est ça. Vous avez un effectif qui est là pour jouer, faites-le. Faites-le, exactement. Il y a également eu un Montpellier-Strasbourg qui a couché d'un 1-1. D'ailleurs, je ne sais pas si tu es au courant, Alexis, mais c'est Koumara. Oui, je sais ce que tu... Ah non, si, oui, ça, effectivement, j'ai vu l'info. Ouais. Qui va aller à Strasbourg. Apparemment, Chelsea est impliqué. Alors, je ne sais pas si c'est transféré à Chelsea puis prêté à Strasbourg ou transfert direct à Strasbourg. Mais des sources auxquelles j'ai vu l'info passer, comme quoi c'est Koumara va bien aller à Strasbourg, il est indiqué que Chelsea serait dans le moule, on va dire. Et Toulouse-Nantes, le match que tout le monde aurait pu voir, puisque c'était le match gratuit du week-end, pour ceux qui ne le savent pas. Il a couché d'un 0-0. Voilà. Je ne sais pas si c'était fait exprès ou c'était. C'est étonnant, tiens. C'était une volonté de nous troller, puisqu'en plus c'est le seul 0-0 du week-end. Hein. Comme par hasard. Il y a eu 2 matchs nuls, mais bon, Montpellier-Strasbourg, il y a quand même eu 1-1. C'est le seul match où il n'y a pas de but, c'est le match gratuit. Bon, je ne sais pas. Hein. Wistil, qui commence bien son aventure à Lens en gagnant contre Angers par la plus petite des marques, soit 1-0. Auxerre qui fait le beau coup du week-end, je trouve. Voilà. Auxerre qui fait le beau coup du week-end. Une victoire à l'arrache en fin de match. Qui gagne 2-1 contre l'OGC Nice. Le but de la victoire en plus a été marqué par un entrant, Lasso Koulibaly. 5 minutes marquées, un but. Je vois pas comment tu peux mieux rentabiliser ton entrée sur le terrain que cela. Mais voilà, Auxerre qui fait une très belle affaire en gagnant contre Nice 2-1. Monaco qui commence bien également en gagnant par la plus petite des marques 1-0 contre Saint-Etienne. Lille également qui gagne 2-0 contre Reims. Et en entrée, le champion en titre, le PSG, qui a gagné contre le Havre 4-1. Mais, je tiens quand même à affirmer que avant les remplacements, les remplacements, que ce soit de Dembélé, de Barcola, etc., et de, en parenthèse, Joao Neves, parce que Joao Neves est entré
en début de seconde mi-temps, mais le Havre avait déjà égalisé. Mais avant l'entrée notamment des Dembélé et des Barcola, je trouvais que le Havre jouait crânement sa chance contre le PSG. Après, on voit bien, j'ai bien vu que y a quand même une différence quand tu mets pas Asensio, enfin quand c'est entre Mbaye, Asensio et les autres entrants. Mais j'ai quand même vu que le PSG n'a pas tant de marge que ça au niveau de son effectif. Je trouve quand même que après il y a Désiré Doué qui je pense va faire que au niveau des ailes ça risque potentiellement d'être bouché. Donc je pense qu'il y aura Barcola, Dembélé, Doué et éventuellement le quatrième qui serait Asensio. Et je pense que les quatre vont se partager les minutes sur les ailes. Et ensuite derrière Kolo Muani, Ramos, même si Ramos est blessé pour 3 mois puisqu'il s'est pété la cheville. Une zone ça n'a rien à voir, mais une zone que Kane, lui, s'est blessé plus d'une fois. Et donc le PSG risque d'acheter un autre attaquant pour pallier à sa longue blessure. Mais j'ai quand même trouvé le Havre très intéressant. Très intéressant, et malgré la défaite 4-1, puisqu'en fait l'effectif du PSG a fait la différence, tout simplement. Mais avant ça, j'ai trouvé très intéressant la prestation havraise. Ils se sont juste heurtés à une équipe qui avait plus de moyens qu'eux, tout simplement. Et concernant le classement en Ligue 1, tu vas nous donner ça. Exactement. Pour l'instant, l'OM, grâce à sa victoire 5-1, est première du classement. Le PSG n'a gagné que, entre parenthèses, 4-1, donc, est second, Rennes 3e, Lille 4e, Auxerre 5e, Monaco 6e, Lens 7e. Bon, les deux ont gagné 1-0, donc c'est anecdotique, l'un est 6e, l'autre 7e. Ensuite, Strasbourg, Montpellier, Toulouse, Nantes, Nice, Saint-Etienne, Angers et Reims. Le Havre, premier relégable. Lyon, avant-dernier. Brest, dernier de Ligue 1. Et donc, c'est tout pour cette semaine concernant le football français. Quoique, actuellement, il y a quand même Metz-Bastia où Bastia est en train de gagner 1-0. Et Martigues-Lorient, dans lequel Lorient mène 1-0. But de Bamba Dieng, un ancien Olympien. C'est tout, et c'est déjà pas mal. C'est ça. Alors qu'il y a une blessure en ce début de seconde période au Stade Saint-Symphorien. Il y a un joueur de Bastia qui est resté au sol sur une tête arrêtée, une tête messine arrêtée par le gardien de Bastia. Et on arrive au tout début de la seconde période de Metz. Bastia et Metz est toujours mené 1-0. Mais ils continuent sur la bonne lancée de leur fin de première période en poussant pour réaliser. Mais ça, on peut peut-être encore en parler dans la suite de notre podcast. J'ai envie de vous dire à tout de suite les mecs. À tout de suite. Nous voici de retour pour la seconde partie de notre podcast. Et après la France, on parlera donc de ce qui s'est passé en Serie A sur cette première journée de championnat. Une première journée assez timide, je dirais, dans le sens où je pense que beaucoup d'équipes se sont donné le mot pour ne pas gagner. C'est exactement là où ce que j'allais dire. Très très peu de victoires sur cette première journée. En effet, on dirait que les équipes étaient en round d'observation sur cette première journée. C'est ça, exactement. Ça donne pour l'instant, puisque le match de la Juve n'est pas encore terminé, même si la Juve est quand même bien placée pour bien parti pour gagner. Il y a pour l'instant 3 victoires sur cette. Après, faut pas oublier qu'après que c'est Allegri. Ah bah non, c'est vrai. Non, c'est plus Allegri. Libéré, délivré. On a enfin une équipe qui sait jouer.
Merci Thiago Motta. Pas merci Giuntoli pour l'instant pour le recrutement, mais cela est une autre histoire. Donc du coup, comme vous l'avez dit, je vais prendre la parole pour dire un petit peu ce qui s'est passé pour l'instant dans ce match de la Juventus, qui en est à un quart d'heure de la fin. La Juve mène, recevait pour cette première rencontre de championnat le premier Como, et c'est un petit jeune de la réserve, Samuel Mbangula, qui fêtait sa première titularisation sur le côté gauche de l'attaque de la Juve. Et c'est lui qui a ouvert le score à la 23e minute. Et le deuxième but, c'est l'Américain, l'ancien Lillois, Timo Weah, qui a doublé la mise juste avant la période. Franchement, Blanc... premier but. Oui. Ça marche parfois à la Juve comme ça. Dujan avait cru marquer le troisième but, mais était hors jeu juste à la reprise de la seconde période. Un vrai hors-jeu ou un hors-jeu façon arbitre contre la Juve? Étant donné que je ne peux pas voir le match et que la Serie A n'est pas diffusée, je ne peux point te dire. Des fois que tu as vu quelque chose sur les réseaux, sur Twitter ou quelque chose comme ça, quoi. Je n'ai pas vu pour l'instant de replay du hors-jeu de Vlahovic. Donc pour l'instant, la Juve de Thiago Motta est sur le point, et de Kefren Turam maintenant, d'ailleurs Cocorico, est sur le point de remporter sa première victoire lors de son premier match. Mais mon cher Jeff, mon cher Cyrus, oui. Je pense que vos matchs ont été joués, donc je vais plutôt vous laisser la parole pour dire ce qui s'est passé dans les matchs de vos équipes respectives. Veux-tu prendre la parole, Jeff ? Écoute, si tu me proposes, si tu la veux pas, je veux bien la prendre. Je te laisse. On a eu un premier match de Milan, donc le Milan de Paolo Fonseca, sachant que tous les titulaires n'étaient pas encore disponibles. Par exemple, on s'est retrouvé quand même avec Alexis Saelemaekers en arrière-gauche. Je vais rien dire à ce sujet, mais bon, voilà, je trouve que tu avais quand même la possibilité éventuelle de mettre Terracciano, même s'il est sur le départ. Tu avais encore Partezaghi du centre de la Primavera, que tu aurais peut-être pu mettre. Tout dépend s'il avait joué lui aussi son match avec la Prima ou pas, je ne sais pas. J'avoue que j'ai pas tout vérifié. Mais bon, Saelemaekers, je suis pas d'accord. T'as Jovic qui était lui aussi aligné en titulaire avec le numéro 9. Je suis pas fan de Jovic en tant que titulaire. Je trouve qu'il est meilleur en sortie de banc. En tout cas, c'est ce qui a été le cas l'année dernière. T'as Chukwueze qui a aussi également été titularisé en aile droite avec logiquement Leao à gauche, Calabria capitaine défenseur droit, Tomori, Thio qui a d'ailleurs coûté un but. On n'est pas vraiment étonné de la situation, que je retrouve ça. Est-ce que je l'ai mis? Il s'était pris un contre son camp, c'était ça, si je dis pas de bêtises. Mais attendez, je vais retrouver le truc du Tché. J'étais sûr d'avoir enregistré, mais non, pourquoi pas. Serie A. Milan. Torino, voilà. Non, c'était pas Torino. Si, c'était le Torino, autant pour moi. Mais bon, il me semble que c'était Thio qui avait coûté un but, puisque c'était un contre son camp, si j'ai bonne mémoire. C'était ça, contre son camp à la 30e minute. Je suis pas étonné, ça me fait mal, parce que peut-être qu'il est prometteur. Camille, tu en avais déjà parlé. Il me semble que tu avais dit qu'il était assez prometteur en Bundesliga, si je dis pas de bêtises. Mais bon, il était très prometteur à ses débuts à Schalke. Mais comme beaucoup de joueurs qui débutent à Schalke, il n'a pour l'instant pas conclu, ou en tout cas transformé l'essai, de passer d'une belle promesse à un joueur de top niveau. C'est ça, et les Thio, à chaque fois
quasiment à chaque fois qu'il est aligné, comme je le disais tout à l'heure en off, soit il va coûter un penalty, soit il va faire un contre son camp, soit il est souvent à l'origine d'erreurs défensives qui ont coûté des buts. Alors, quand tu sais que Kalulu est sur le point de partir chez nos cousins Bianconeri, je ne comprends pas ce move. Je ne comprends pas parce que t'as Kalulu qui est quand même, malgré les anciens problèmes physiques qu'il a eu l'année dernière, notamment, est quand même beaucoup plus convaincant quand il est bien utilisé. Pas sûr. Pardon ? Pas sûr encore. Là, j'ai eu 3 informations de la journée pour le transfert de Kalulu. Moi, j'ai vu que ça s'était décanté et que selon Mota, en tout cas, Mota aurait, le joueur aurait discuté avec Mota et l'aurait rassuré sur son temps de jeu. C'est la dernière actu que j'ai eue en début de soirée à peu près. Mais je trouve que ce joueur est quand même beaucoup. Pardon ? Les informations étaient déjà là hier et avant-hier, dans les 2-3 derniers jours. Mota lui avait déjà dit qu'il jouerait et en tant que latéral et en tant que défenseur central, mais il n'était pas sûr de vouloir venir. Ouais, en fait, de ce que j'ai lu, tu as peut-être des informations contradictoires, mais j'avais lu que Kalulu temporisait les 2 derniers jours parce qu'il voulait être sûr de son temps de jeu. Sachant que chez nous, il va l'avoir parce que par contre Biazo, on a 0 arrière droit. Et voilà. Et après, en défense centrale, on en a pas énormément, quoi. Après, je trouve que Kalulu est meilleur en défenseur central. C'est mon point de vue. Je trouve que en latéral droit, il n'était pas non plus exceptionnel. Mais bon, j'aurais préféré le voir sur ce match. Sinon, le match a fini en match nul, du coup. Avec... c'était là. Autant pour moi. Qu'est-ce qu'on peut dire un coaching relativement gagnant, parce que Milan a quand même réussi à remporter un but de Morata qui est entré en cours de match. Il est rentré à la 60e. Il a marqué à la 89e. Un second but de Noah Okafor servi par Younous Moussa. Okafor qui lui est rentré à la 83e. Okafor qui marque à la 95e. Donc c'est un peu rassurant dans le sens où plusieurs supporters lillois disaient qu'il faut se mouiller la nuque parce que Fonseca a l'habitude de faire ses remplacements en fin de match. Eh bien, la preuve en est que non, puisque les premiers remplacements ont eu lieu, côté milanais en tout cas, à la 59e, avec Reinders, qui est rentré à la place de Ismaël Benasser. Théo Hernandez, qui lui aussi est rentré d'ailleurs à la 60e, mais je viens de remarquer qu'il est rentré sur l'aile. Donc un changement que je ne comprends pas, puisqu'il a remplacé en tout cas Chukwueze. Bref, on va pas épiloguer là-dessus, mais je trouve ça un peu bizarre quand même. Et Morata qui a quand même gratté du coup ses premières minutes et son premier but du coup côté milanais. Voilà, on sait que un point quand même. Bon, il y a beaucoup de personnes dans la communauté milanaise qui disent ouais, il a raté ses débuts, ci et ça, qui le cloue déjà au pilori, alors qu'il faut quand même pas oublier que c'est son quand même premier match en tant que Serie A en tout cas, puisqu'il avait joué les matchs amicaux et je ne sais plus quelle occasion du coup. Mais pas de matchs officiels en tout cas en Serie A. Donc, est-ce qu'on peut déjà tirer des conclusions ? Je pense pas. Franchement, c'est beaucoup trop tôt. Il faut voir minimum à la mi-saison pour moi. Pour vraiment voir des choses sur Fonseca. Mais bon, lui, au moins, ses déclarations, en tout cas en fin de match, semblaient beaucoup plus terre-à-terre que ce que faisait Pioli. J'ai beaucoup plus aimé. Il est beaucoup plus. Je trouve qu'il est plus réaliste. Calabria, étant normalement capitaine de l'équipe, je le trouve absent dans ses déclarations. C'est Morata lui-même qui disait que, alors que c'est son premier match et qu'il n'a même pas été titulaire, il disait lui-même qu'il faut changer de mentalité. Voilà, c'est un recrue de buteur qui vient d'arriver il y a quelques semaines qui te dit qu'il faut changer de mentalité. Alors que normalement, c'est le rôle du capitaine, ce genre de choses. Donc, est-ce que Morata va prendre un certain leadership dans l'équipe, même s'il ne sera pas capitaine, en tout cas pas ces prochains mois, ça pourrait être une bonne chose. J'apprécierais qu'il prenne un leadership, en tout cas en attaque, un peu comme ce que faisait Zlatan quand il arrivait, ou pas forcément Giroud, parce que lui, c'était pas vraiment un leadership,
Oli, c'était plus quelqu'un qui était là comme grand frère, qui était là comme conseiller pour remotiver ses coéquipiers. Donc je verrais plus peut-être un leadership à la Zlatan. Pour le reste, wait and see. Content d'avoir vu, entre guillemets, hein, Okafor jouer et marquer. C'est toujours bien pour ce petit jeune qui a souffert de manque de temps de jeu et de blessures les dernières saisons. Donc à voir. À voir pour le prochain match qui se jouera contre Parme le 24 à l'extérieur. Et c'est tout pour moi. Anis, je crois que la parole est à l'accusé. Alors, de mon côté, l'Inter jouait donc le 17, hein, c'était d'ailleurs, je crois, le match d'ouverture, quasiment en même temps que Parme-Fiorentina. Donc, l'Inter jouait contre le Genoa. Au-delà du doublé de Thuram, j'ai quand même trouvé que l'Inter était d'une part sous-estimé son adversaire et était à jouer comme une équipe qui savait qu'elle allait gagner sans mettre les ingrédients pour pouvoir gagner. Elle a joué comme une équipe en réaction, pas comme un champion qui avait faim. Beaucoup de joueurs suffisants, que ce soit Lautaro, Barella, je les ai trouvés quand même assez en dessous, très suffisants. Après, c'est le premier match de la saison, je vais pas tirer la sonnette d'alarme. Mais bon, c'est vrai que prendre 2 buts, on n'avait pas l'habitude l'année dernière de prendre déjà autant de buts en match. Là, c'est le premier match, on prend déjà 2 buts. Mais d'autant plus que Messias, ancien Milanais, a égalisé quasiment à la dernière minute. Bon, le penalty est totalement justifié, attention, je ne disconviens pas là-dessus. Mais, un vrai Milanais, ce joueur. Mais en soi, ouais, c'était un Inter assez suffisant. On est mi-août. La saison sera extrêmement longue. Ça reste quand même champion en titre avec des joueurs qui se connaissent parfaitement. Bon, il y aura quelques ajustements, quelques joueurs en plus. Hein, il y aura peut-être une à deux recrues. Notamment offensivement, si bien sûr Correa et Arnautovic peuvent partir, il y aura d'autres recrues offensivement, mais en soi, c'est pas alarmant. C'est un peu relou que l'Inter prenne ce match à la légère. D'ailleurs, très bon point du match nul de la part de Genoa, c'est complètement mérité. Hein. Ils n'ont pas lâché, ils se sont battus, et donc c'est complètement mérité en soi. Mais j'attends mieux du côté de l'Inter. J'espère juste que le club pourra enchaîner assez rapidement. Bon, il y a quand même un match contre Lecce dans lequel l'Inter pourra faire démarrer sa saison. Et ensuite, on verra. Il y aura déjà le premier choc contre l'Atalanta en toute fin de mois. Mais j'en attends plus. Surtout que c'est à domicile. Donc, le prochain match de l'Inter est à domicile. Donc, j'attends quand même plus. Là, je suis pas content. Pas satisfait. Je ne peux pas dire pas content. Pas satisfait du match nul de 2. Parce que l'Inter aurait dû mieux prendre ce match. Mais bon, c'est pas alarmant. On sait très bien que lorsque la machine se mettra en route, ça ira. Et dans le rayon match nul cette journée, il y a eu le match nul entre Cagliari et l'AS Roma, le match nul entre Bologne et l'Udinese, le match nul entre Empoli et Monza, et également le match nul contre Parme et la Fiorentina. Seuls 3 plus 1, parce qu'on va dire que la quatrième équipe c'est quasiment acté. Hein. Oui, je pense que on peut estimer une victoire de la Juve, même si... On n'est pas... alors que la Juventus vient de marquer le 3e but par Cambiado, donc voilà.
91e minute, le match est définitivement plié. Là, je pense qu'on peut dire que la Juve décroche sa première victoire de la saison. C'est ça, exactement. Donc l'Atalanta qui ne fait qu'une bouchée de Lecce en les écrasant 4-0 avec un doublé de l'arrivant Retegui. La Lazio qui... c'est les deux arrivants d'ailleurs. Hein, exact, doublé de Retegui et doublé de Breccianini. Et sans Lookman, l'homme qui leur a donné la Coupe d'Europe face à Leverkusen, qui est sur le départ. C'est ça, qui est en instance de vouloir partir du club. Idem également pour Koop Meiners qui est lui aussi en instance de... En instance de départ, un des feuilletons de l'été du côté Juventus. Le milieu de terrain de l'Atalanta qui devrait venir pour un peu plus de 50 millions du côté de la Juventus. C'est ça, exactement. Reste à savoir quand, puisqu'on sait que Koop Meiners veut aller à la Juventus. C'est seulement au niveau de entre ce que l'Atalanta veut, c'est-à-dire une somme quasiment égale à 60 millions, et ce que la Juve met, c'est là où il y a une petite distance, mais en soi, je pense que lui partira. Autant Lookman, je ne sais pas, puisqu'il est corrélé aussi au dossier Osimhen, mais Koop Meiners devrait finir à la Juve dans ce mercato d'été. Et en soulignant aussi que la Lazio s'est imposée dans son premier match, ou un de ses premiers matchs post-Immobilier. C'est ça. Avec le mythique buteur Ladial qui a quitté les Biancocelesti. C'est ça, exactement. Une belle victoire 3-1, tout en sachant que c'était Venise qui avait ouvert la marque assez tôt dans le match, mais très rapidement une réaction de la part des Laziale qui menait déjà à la mi-temps et qui enfonçait le clou suite à un but contre son camp d'Altare, et donc a gagné 3-1 ce match-là. Et la troisième, en attendant l'officialisation de la quatrième victoire dans cette journée, qui est le match de la Juve, c'est Naples qui perd lourdement contre l'Hellas Vérone. Pardon, ce n'est pas Naples, c'est l'Hellas Vérone qui gagne, mais Naples qui perd lourdement contre l'Hellas Vérone 3-0. Alors Naples est... Enfin, Conte l'a dit, ce Naples-là cet effectif-là de Naples est en bout de course. Bon, c'est quand même un peu bizarre de dire qu'un effectif qui n'a pas un si grand vécu est déjà en bout de course, mais c'est ce que Conte a dit et je pense être d'accord, même si je pense pas qu'être en bout de course c'est le bon terme. Je pense que le bon terme c'est que le club était en sur-régime et qu'ils sont revenus à un niveau en fait plus conventionnel. Mais ce Naples-là a besoin de recrues. Ce Naples-là est malade, est quand même assez malade. Je pense qu'il faut que la situation concernant Osimhen se décante très vite. D'ailleurs, je pense que Lukaku, lui, sa situation risque d'être très rapidement résolue, puisque Naples a fait une offre de prêt avec obligation d'achat de 30 millions. Donc moi je pense que Lukaku partira, puisque de toute manière Chelsea achète tellement de joueurs qu'au final faut bien que certains joueurs partent, et je pense que Lukaku n'est pas voulu par Maresca, et donc et ardemment voulu par Naples. Donc moi je pense que Lukaku de toute manière ira à Naples. Après il reste à savoir quand, mais je pense qu'il ira à Naples quand même. Et David Neres aussi, l'ex-futur crack de l'Ajax Amsterdam, va normalement arriver à Naples pour 30 millions d'euros aussi. Mais les principaux renforts sont quand même défensifs, avec Buongiorno, Spinazzola, et il y a également un autre joueur. C'est pas assez, je pense, par rapport à ce que Conte veut. D'ailleurs, Conte, qui n'est pas content du mercato, il l'a fait savoir. J'allais y venir, ces précédentes déclarations. J'ai hâte de voir ce qui va se passer.
d'ailleurs, il a demandé un peu, entre parenthèses, d'indulgence de la part des supporters Napoli, tout en s'excusant, hein, bien sûr, de ce qui s'est passé, du résultat complètement catastrophique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Conte a des... Comme on le connaît, hein, on sait qu'il a un caractère volcanique et c'est quelqu'un qui, lorsqu'il n'a pas ce qu'il veut, il n'hésite pas à le dire. Bah, là, il n'est absolument pas satisfait. Et allons voir on verra bien ce que ça va donner. On est le 19 août. Le mercato se termine dans moins de 2 semaines. À voir. À voir ce que ça donnera au niveau des entrées et des départs. Mais ça va être intéressant de savoir ce qu'ils vont faire, tout en sachant qu'ils ont quand même le désavantage de ne pas être européens. Et donc en termes de compétitivité, même s'il y a Conte, ça risque d'être un peu compliqué. Mais attends de voir ce que cela va donner. Même si je ne vois pas Conte là s'il n'a pas ses joueurs démissionner, hein. Je ne le vois pas le faire. Mais en tout cas, il a poussé son coup de gueule qu'on avait prédit. Hein. On le disait déjà que Conte connaît son caractère et que s'il n'a pas ce qu'il veut, que ce soit De Laurentiis ou pas, il s'en fout, il va dire ce qu'il a à dire. Et si De Laurentiis n'est pas content, bah, il va se tailler, il en a rien à secouer. Si il doit renoncer à son argent, il touchait quasiment 10 millions à l'Inter par an, il n'a pas hésité à démissionner parce qu'il jugeait que les objectifs du club ne collaient pas avec ce qu'il voulait lui faire, puisque l'Inter ne pouvait peut-être plus trop mettre d'argent. Donc, et pourtant, il touchait 10 millions à ce moment-là. J'ai une question du coup. Est-ce qu'on pourra dire que. Est-ce qu'on peut compter sur Naples du coup? Est-ce qu'Antonio peut compter sur Naples du coup? Bonne question. Moi qui les voyais comme outsider numéro 1 pour le titre, là je vois que le mercato ça patine. Je suis un peu dubitatif, à voir, mais pour l'instant je reste dubitatif concernant leur cas. Très très beau jeu de mots, très subtil, très fin. Oui, évidemment. Ça m'arrive parfois. Quelques fulgurances, tu vois, c'est comme un certain joueur argentin qui joue avant la Juve et maintenant à la Roma, tu vois. Donc je ne sais pas de qui tu parles. Je vois pas de qui tu parles. De Matissou, les voyons. Ah bah oui. Et donc, le classement. Est-ce que tu veux le faire, mon cher Cyrus, ou je prends ce classement? Moi, je vais te laisser faire le classement. Eh ben, je le prends bien volontiers, ce premier classement de Serie A de la saison. C'est l'Atalanta qui est première actuellement après cette première journée, parce que, évidemment, l'Atalanta s'est imposé 4-0. La Juve est deuxième avec une belle victoire 3-0, tout comme le Hellas Vérone. La Lazio est quatrième avec également 3 buts marqués mais 1 encaissé. Le Milan est cinquième. D'ailleurs, il y a des équipes qui se tiennent en un mouchoir de poche de la 5e place à la 16e. Avec un point du Milan 5e à la Roma 16e et les 4 équipes qui se sont inclinées, les 4 équipes même plutôt, parce que les 4 équipes ce n'est pas français, les 4 équipes s'étant inclinées, Venezia qui s'est incliné 3-1 et pour l'instant 17e et premier non relégable, Como est sur le point de perdre du coup et 18e, Napoli et Lecce et bon dernier, étant les seuls à avoir encaissé 4 buts lors de cette première journée et n'ayant marqué aucun pion. Donc voilà pour la Serie A, mes chers amis. La Juve, d'ailleurs, c'est fait, non? Oui, le match est terminé entre la Juve et... La Juve vient de terminer actuellement. C'est ça, exactement. Et donc, petit tour en Espagne sur la première journée de... La première journée de Liga.
de Liga, c'est ça? Notamment la première journée de notre grand génie français. C'est ça, ses premiers pas en Liga. Qu'a-t-il fait, notre cher Kylian? Alors, assez compliqué cette première avec le Real C'était contre Mallorca. moyen. C'est ça, c'était Moyen. moyen. Alors, pour Majorque et l'affluence, etc., pour eux, parfait, hein. C'était l'une des grosses attractions. Mbappé, c'est bingo. donc, eux se sont C'était le bingo pour Majorque, hein, au Exactement. niveau du merch. Au niveau des places et au niveau du merch, c'était bingo pour Majorque. Ah, bien sûr, eux se sont régalés. D'ailleurs, également au niveau du match, ils ont crânement joué leur chance. Je trouve quand même le Real assez en recherche d'automatisme, hein. Je les ai trouvés en recherche d'automatisme. Après, Mallorca a été, voilà, entre parenthèses, la petite équipe un peu chiante qui lâche pas et qui exploite les bons coups. Mais d'ailleurs récompensé par le but de Muriqi, le joueur du Kosovo, mais leur attaquant. Mais même si je pense que les automatismes ils les trouveront au fil de la saison, je pense quand même que cette équipe va manquer de créativité et je, je la triptyque au milieu de terrain, Bellingham, Tchouaméni, Valverde, ou même si tu enlèves Tchouaméni, tu mets Kamavinga, c'est. En termes de domination physique, bien que les trois ne sont pas des joueurs dégueulasses techniquement, attention, c'est des joueurs qui ont quand même une assez bonne technique, mais c'est pas sur ce type de milieu-là, je trouve que tu auras une assise sur le jeu. Et je trouve que on va sentir en fait ils vont sentir la perte d'un Kroos, d'autant plus que Modric, même si c'est vrai qu'il peut jouer allez, 60 bonnes minutes, très très bonnes minutes, il faudra voir si ça donne surtout dans les gros matchs, mais il peut jouer facilement 60 très bonnes minutes. Je pense que dans les gros matchs, un milieu comme cela, il va montrer sa faiblesse, c'est-à-dire le contrôle du tempo. C'est pas une caractéristique propre à Chouameni, à Bellingham ou à Valverde. Ça, c'est quelque chose que Kroos pouvait faire, que Modric peut faire également. Après, est-ce que, justement, dans les gros match-up en Ligue des Champions, Modric ne sera pas propulsé titulaire par mesure de sécurité? Je pense que ça, c'est aussi possible. Mais pour le coup, quand je vois ce Real-là, je me dis, Odegaard, il irait tellement bien dans cette équipe. Je trouve que, pour le coup, bon après, il fait le bonheur d'Arsenal, pas de problème, et tant mieux de ce côté-là, mais je trouve que, allez, Oui, mais là, je vais prendre un petit peu un autre truc. C'est si tu prends Odegaard, tu fais quoi de Güler? Euh, Moi, je vois Güler comme étant le successeur de Modric, déjà. Euh, oui, et donc, c'est le numéro 10, entre guillemets, de l'équipe, hors Bellingham. Ouais, C'est oui, le milieu créateur du jeu hors Bellingham, qui est actuellement, je pense qu'il peut en tout cas être Güler. oui. Je pense qu'il a été pris pour ça. Oui, je pense moi aussi qu'il a été pris pour ça. Mais après, même si je pense quand même que Güler aura vraiment sa carte à jouer aussi cette saison, de manière, la saison du Real, sauf énorme quoi, qu'elle sera extrêmement longue, hein. Donc, le fait d'avoir quand même cette profondeur au milieu de terrain, la variété de profils, c'est quand même quelque chose d'assez positif. Mais pour le coup, quand j'ai soumis Odegaard, c'était parce que c'était aussi un joueur acheté par le club déjà, et aussi parce que je pense qu'il répondait totalement dans ce désir de joueur majeur créatif, là où Güler,
malgré son très bel Euro où on a vu en fait qu'il avait cette capacité de leadership, tu vas pas lui donner les clés du, enfin tu vas pas lui, tu ne vas pas et tu ne peux pas lui donner les clés du camion. Tandis qu'un joueur comme Odegaard, tu ne vas pas lui donner les clés du camion, mais tu serais plus enclin à lui laisser des libertés parce qu'il a quand même montré que c'était un milieu de, enfin, en PL, que c'était un milieu dominant. Il a déjà plus de références. C'est ça, qu'il a plus de références que Güler qui... C'est clair. C'est clair. C'est comme si tu compares, je sais pas, Mbappé avec un autre joueur qui pourrait faire venir de la réserve. C'est comme si tu avais comparé l'année dernière Mbappé s'il était venu avec Rossellini. C'est ça exactement. Ouais, c'est vraiment, voilà, juste pour ça, mais parce que Güler, moi, je kiffe ce joueur, j'aime beaucoup cet alliage de... C'est un joueur, et ça se voit qu'il n'a pas peur de prendre les responsabilités. Quand je l'ai vu à l'Euro, et je le voyais crier sur des joueurs comme Çalhanoğlu, je me suis dit, mais malade, mais pour qui il se prend, lui? Enfin, t'as 19 ans, tu parles quasiment au capitaine de ton équipe, et les mecs, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pourrait croire que c'est qu'un joueur impertinent qui se prend pour ce qu'il n'est pas, mais en fait, oui, il est comme ça, mais en fait, il bonifie le jeu de son équipe. Pour le coup, ce qu'il fait, c'est il replace les joueurs, il fait en sorte d'accélérer le jeu. Ah oui, quand même. On savait qu'il avait du talent, mais on sent qu'il est spécial. En plus d'avoir du talent, on sent qu'il est spécial. Et, et j'ai hâte, parce que du coup, il a aussi fait une belle prépa où le Real n'a dit que du bien d'ailleurs de lui durant sa prépa. J'ai hâte de le voir dans des gros matchs ou dans des matchs où on lui laisse la possibilité de s'exprimer. Parce que c'est vrai qu'avec avec tous les talents disponibles, ben, je pense pas que tu puisses te permettre de dire ouais, Vini, alors tu vois, là tu vas faire un appel croisé pour que moi je puisse rentrer plus facilement et te faire une passe. Non, tu vas pas parler comme ça parce que c'est quand même des voilà. Mais et que t'es pas, on va dire, dans un microcosme où tu as des certaines libertés. Là où en sélection, on sait que tu as quand même certaines libertés parce qu'on a une confiance aveugle en ton talent. Là où au Real, on sait que tu as du talent, oui, mais bah, les autres aussi ont du talent, hein, et même plus que toi. Et à ton âge, ils faisaient plus que toi, donc tu te plies à ce que le Real veut. Mais pour en revenir à ce match-là, ce fut quand même assez compliqué pour Mbappé. Volontaire, hein, bien sûr, dans le jeu, dans sa capacité à vouloir créer, à vouloir faire en sorte de se rendre disponible. Mais un peu trop égoïste, j'ai trouvé. Aussi, un peu trop emprunté, un peu trop égoïste aussi. Parce que vous l'avez mis sur WhatsApp, mais j'avais vu une vidéo où il avait largement la possibilité de faire une passe à Vini, qui lui était un peu plus libre qu'Mbappé. Bah non, il a voulu y aller tout seul, il a fait un tout droit, il a tiré, il a choke. Et c'était presque prévisible en fait, il a fait du Mbappé, tout simplement. Et après, je pense que ça ira mieux lorsque les automatismes. D'ailleurs, c'était un peu marrant puisque pendant la mi-temps, il y avait avant le retour des vestiaires, il y a eu une caméra un peu embarquée où on voyait Bellingham, Vinicius, Rodrigo et Mbappé parler, un peu d'abord en espagnol et après en anglais, où en gros Bellingham disait les gars, essayez de trouver des espaces et essayez de vous déplacer correctement de manière à pouvoir faire en sorte qu'on puisse aérer le jeu, trouver des espaces pour pouvoir jouer. Et Mbappé après continuer, Mbappé et Vinicius se donner des instructions, etc. Parce que c'est vrai que au niveau également du positionnement, ça patinait un peu. Tu avais l'impression parfois que
Mbappé est à gauche, Vini, alors que c'est Vini qui est à gauche, Mbappé doit prendre la pleine mesure du fait qu'il va plus souvent jouer dans l'axe. Parce que c'est vrai qu'il a quand même quelques réflexes d'aller à gauche. Et malheureusement, là, c'est lui qui va devoir apprendre à beaucoup plus prendre la mesure de ce poste-là. Il va jouer dans l'axe principalement. Et donc, c'est comme ça. Il pourra parfois initier ses attaques à gauche. CR7, sur la deuxième partie de son mandat au Real de Madrid, sur le principe, il était ailier, dans le fond. Enfin, sur le principe, oui, il était ailier, mais il jouait dans l'axe. Et parfois, il commençait son action dans l'axe, mais après, il revenait au centre. C'était plus véritablement c'était un faux ailier, quoi. Et là, Mbappé, il va devoir apprendre à plus souvent jouer sur la partie centrale du jeu plutôt que uniquement sur le côté gauche. Et concernant les autres matchs en Liga, du moins, le Barça qui s'est imposé sur un trou de souris. Je dirais sur un trou de souris, ça a été dur. Évidemment, grâce à qui? Grâce à un des meilleurs attaquants du monde. Je ne cesse de le répéter, Monsieur Robert Lewandowski, qui s'est offert un doublé pour sa première sortie cette saison. Donc, c'est encore lui. Il y a eu des rumeurs comme quoi il était trop vieux, il commençait à fatiguer Lewandowski. Ben non, Papy fait la résistance et Papy a sauvé le derrière du Barça, encore une fois. Pourtant, ils veulent les vendre, non? Ils veulent s'en débarrasser, pourtant, le Barça, non? Oui, mais pour l'instant, il leur sauve le derrière. Ils avaient ouvert le score Valence à 44e. Mais Lewandowski sur les arrêts de jeu, quoi, qui s'offre un doublé. Donc, pour l'instant, Lewandowski est toujours barcelonais et pour l'instant, Lewandowski est toujours encore le sauveur du Barça. Est-ce que ça va suffire à les convaincre de le conserver? Ça, je n'en ai absolument aucune idée, mais ça, parce que Lewandowski on le verra au pire dans 12 jours. Hein. C'est ça. Parce qu'il y a quand même Lewandowski et Gundogan qui pourraient être sur le départ quand même. Hein. Alors Gundogan, c'est encore plus avancé. Gundogan, ça serait quasiment acté. C'est ça, c'est quasiment acté qu'il partirait. D'ailleurs, City a pris des renseignements pour pouvoir le rapatrier. Mais Gundogan, c'est beaucoup plus acté qu'il serait sur le départ. Lewandowski, le Barça, n'a pas vraiment communiqué, mais on entend bien qu'avec les difficultés qu'a le club, et surtout son salaire, vu que je crois que c'est l'un des 5 joueurs les mieux payés du championnat, le mieux payé c'est Frenkie. Son salaire et surtout les difficultés financières du FC Barcelone font que se délester du salaire de Lewandowski ne serait pas une mauvaise chose. Ce ne serait pas une mauvaise chose. Après, j'en avais déjà discuté sur les réseaux d'autres personnes qui disent ouais, Lewandowski il est fini, il prend trop cher, etc. Et du coup, ils critiquent Lewandowski. Mais comme je disais, c'est que qui c'est qui a signé le contrat, qui c'est qui a préparé le contrat pour lui proposer tel salaire, etc. C'est bien le Barça, hein, donc tu peux pas reprocher aux joueurs le contrat qu'on lui a proposé, donc c'est ça. Puis Lewandowski, ok, peut-être qu'il n'a pas eu, peut-être qu'il n'a pas été à la hauteur des attentes que le club et les supporters avaient pour lui, mais il faut pas oublier que Lewandowski, il n'a plus non plus 25 ans, quoi. Je sais que très bien que Cavani en plus défendra beaucoup mieux le joueur que moi, mais tu peux pas demander à ce genre de joueur d'être au top niveau 24 sur 24, c'est difficile, quoi. Après, au-delà d'être au niveau, quoique quand même il est impliqué sur plus de 20 buts et passes décisives l'année dernière quand même. Il est, je crois, à 19 buts et 8 passes décisives, si je ne me trompe pas. Faut voir l'état du FC Barcelone déjà, en premier lieu. Il a atterri dans quel FC Barcelone déjà?
si c'était un club qui était à minima dominant, je veux bien entendre qu'il y ait des critiques. Mais déjà, avec tout le respect que j'ai pour Lewandowski, la stratégie du Barça de vouloir mettre 60 millions bonus inclus sur un joueur qui avait déjà 33 ans, c'est pas quelque chose de judicieux, quel que soit son niveau. Attention, Lewandowski, c'est un top attaquant. Mais est-ce que moi, personnellement, je mettrais 60 millions sur un, un, une, un joueur de grand talent, tout en sachant que le Barça a dû, pour l'avoir dans la fenêtre de mercato qu'elle il a eu, a dû faire d'importants sacrifices financiers pour l'avoir, ça n'a aucun sens. Tu vois, faire ce sacrifice pour un joueur qui a 21, 22, 23 ans, qui a une à deux bonnes saisons et qui passe le step au FC Barcelone, je peux bien le concevoir, mais là, tu mets 60 millions et un énorme salaire, logique, puisque c'était l'un des tout meilleurs attaquants de la dernière décennie. Bah, tu dois mettre le prix, parce que le Bayern n'était pas spécialement vendeur, en un, et de deux, ben, un joueur de ce calibre-là, ça touche pas 4 millions. Donc déjà, c'est un transfert complètement à perte. Et ça, c'est le Barça en fait qui a mal jugé. Après, le joueur, je crois aussi qu'il réalise un de ses rêves d'aller jouer au FC Barcelone. Pas de problème là-dessus. Mais enfin, en tant que club, hormis et encore, le joueur que tu prends, c'était Cristiano Messi à 31 ans. C'est-à-dire que au-delà du joueur de 30 ans, c'est un joueur qui, en termes de marketing, ben, c'est quelqu'un qui va t'apporter. Par exemple, la Juve a pris Cristiano au-delà de la trentaine, mais derrière, c'est retrouvé parce que même si c'est vrai qu'elle a dû faire des sacrifices au niveau de sa masse salariale, mais en soi, en termes de... elle s'est retrouvée avec lui parce que Cristiano a aussi fait passer la Juve, mine de rien, à un autre stade de popularité. Là où la Juve était déjà un club aimé, extrêmement suivi, si ce n'est le club le plus suivi en Serie A, là, il a fait en sorte que la Juve devienne un produit mondial. Et la preuve, le contrat à plus de 50 millions que la Juve a chez Adidas, d'ailleurs, aucun club italien n'a un contrat similaire au niveau de l'équipementier, hein, je parle, hein, l'équipementier, puisque c'est l'un des 10 plus gros contrats au monde, hein, pour les équipes de foot. Son contrat à plus de 52 millions d'euros, c'est grâce à Cristiano qu'ils l'ont eu, parce qu'ils avaient un joueur qui a une portée mondiale. Le fait est que Jeep aussi a pu augmenter son sponsoring à plus de 40 millions, je crois, dans les années où la Juve jouait la Ligue des Champions, puisque il y avait quelques bonus qui faisaient que c'était autour de 42, 43 millions s'il y avait la Ligue des Champions. Par contre, s'il n'y avait pas de compétition européenne, ça baissait un petit peu, et ça allait autour de 37, 38 millions. Eh oui, j'ai beau être un intérêt, je suis quand même un peu renseigné, t'inquiète pas, Camille. Mais c'est aussi lié. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, mon cher Cyrus. C'est aussi lié ben, au fait que ben, tu attires des joueurs de très grand rang. Ben, derrière, tu permets d'avoir de très gros contrats. Là où Lewandowski n'apporte pas ce gap-là. Mais, et donc, forcément, aussi talentueux soit-il, déjà l'équipe elle est plutôt bancale et derrière, puisque la stratégie du Barça était assez compliquée, et puis derrière, oui tu vas le critiquer lui pour son salaire, mais c'est la direction que tu dois critiquer, et je critiquerai beaucoup plus le Barça par rapport au cas de Frenkie de Jong plutôt que le cas de Lewandowski, parce que Frenkie de Jong il touche un salaire pour le coup mirobolant. Et aujourd'hui, Frenkie de Jong, il a 27 ans. Frenkie de Jong aujourd'hui a 27 ans. Je ne sais pas si c'est le meilleur, je ne sais pas si c'est le meilleur milieu du Barça,
si tous les milieux du Barça sont en bonne santé, je ne sais pas si c'est lui le meilleur milieu en 1. Et surtout, quand on parle de milieu de classe mondiale, moi, c'est pas Frenkie de Jong. Aujourd'hui, c'est pas Frenkie de Jong, c'est pas le nom qui me vient à l'esprit. Il y a des milieux qui lui ont mis des vitesses, alors que lui était à un stade plus avancé. Mais bon, après, ça, c'est autre chose. Mais oui, les critiques sur Lewandowski, pour en revenir à lui, elles sont injustifiées parce que faire cristalliser les critiques sur un joueur alors que tu pourrais très bien parler d'autre chose, c'est injuste. Je trouve que c'est injuste en soi. Et donc, en Liga, Bilbao, dont l'un des joueurs énormément pistés par le FC Barcelone, Nico Williams, a fait match nul contre Getafe. Le Betis qui a fait match nul contre Gérone. Las Palmas qui fait match nul contre Séville. Osasuna également contre Leganés. Petite victoire du Celta Vigo contre Alaves. Du FC Barcelone contre Valence. Du Rayo Vallecano contre la Real Sociedad. Et de Valladolid contre l'Espagnol. C'est des victoires avec un but d'écart. Voilà. C'est des petites victoires à chaque fois, mais pareil, hein, là aussi. Et d'ailleurs, en ce moment, Villarreal joue contre l'Atlético Madrid et il y a 2-2 actuellement. Très peu de victoires aussi en Liga, un peu comme en Serie A. Le Celta qui est premier avec 3 points, le Rayo Vallecano premier, deuxième, Barça troisième, Valladolid quatrième, ensuite du 5e jusqu'au 16e. Donc du 5e qui est Las Palmas jusqu'au 16e qui est Leganés, ils ont tous un point. Leganés, Girona, Osasuna, Getafe, Betis, Bilbao, Mallorca, Real de Madrid, FC Séville et pour l'instant Villarreal et Atlético Madrid. Et ensuite les 4 derniers du classement, Real Sociedad, Alaves, Valence et l'Espagnol de Barcelone. Pas de match en Bundesliga puisque la Bundesliga ne reprenait pas le week-end dernier. Elle reprendra la semaine prochaine. On va par contre pouvoir parler de la Première Ligue. On peut vite fait quand même faire un petit point sur la victoire de Leverkusen en Super Coupe d'Allemagne. Super Coupe d'Allemagne, en effet, c'est vrai. Accessoirement. C'est vrai qu'il y a le premier match de la nouvelle saison, de la saison 2, complète de Xabi Alonso, avec un Leverkusen qui a fait du Leverkusen, ce qu'ils nous ont fait toute la saison l'année dernière. Ils ont bien débuté par Boniface, avant que ça soit un Français qui était au Gignon, Enzo Mio, qui a égalisé pour Stuttgart à la 15e minute. Stuttgart qui a même pris l'avantage à l'heure de jeu, grâce à un autre joueur ayant vécu un bel été quand même, vu que c'était Denis Zundav qui a participé à l'Euro avec l'Allemagne. Mais comme souvent la saison dernière, c'est Patrick Schick qui a égalisé à la 88e minute pour le Veltself, pour Bayer Leverkusen. Et comme en Super Coupe d'Allemagne, il n'y a pas de prolongation, on est allé directement au penalty. Les penalties qui n'ont malheureusement pas réussi au VfB Stuttgart avec Kretzig prêté par le Bayern et Silas, l'ancien du Paris FC, qui manquent leur penalty. Et donc, premier titre cette saison pour Xabi Alonso et ses hommes. Et un nouveau match, peut-être une nouvelle grande aventure pour le Bayer Leverkusen. Je leur souhaite, j'espère vraiment voir cette équipe rejouer au même football que la saison dernière. Je n'attends pas à ce qu'ils refassent la même saison, car c'est quasiment impossible. Mais j'attends qu'ils remettent autant d'envie que l'année dernière, dans leur football. Et s'ils font ça,
je pense qu'il y aura de nouveau de très très beaux matchs à voir du côté de la Bayer Arena cette saison. Donc voilà, premier trophée, premier match officiel en Allemagne et premier trophée pour Bayer Leverkusen et Xabi Alonso et ses hommes. Le Bayer Leverkusen qui ne perd pas beaucoup de joueurs d'ailleurs pour son intersaison. Je pensais qu'ils allaient être dépouillés pour l'instant. Ils s'en sortent plutôt bien. À noter le carton rouge de Martin Terrier aussi pour sa première rencontre avec le Bayer. Il a été expulsé dès la première mi-temps, donc petite première apparition pour Martin Terrier. On critiquait Kylian Mbappé tout à l'heure. C'est pas le seul Français à avoir fait un mauvais match lors de son premier match avec sa nouvelle équipe. Et heureusement, ça n'a pas empêché les Leverkusen de gagner. Coup, exactement, même à 10 contre 11. C'est ça exactement. Et il y a également eu la Super Coupe d'Europe cette semaine. J'ai un trou. C'est ça, effectivement, il y a eu la Super Coupe d'Europe cette semaine. Oui, en effet, entre Bergame et le Real. C'est ça. Où malheureusement, on va dire, pour la première, pour le coup, d'Mbappé en match officiel, il a marqué. Et bon, malheureusement pour l'Atalanta, le Real a montré qu'il était une équipe plus forte, plus armée que l'Atalanta et donc a logiquement gagné sa 6e Super Coupe d'Europe et le premier trophée de la nouvelle vie d'Mbappé. De la nouvelle vie de Kiki. De Kiki au Real. Kiki et sa nouvelle vie. C'est ça exactement, de sa nouvelle vie au Real de Madrid. Victoire complètement méritée. Hein. L'Atalanta n'a pas démérité, hein, bien évidemment. Ça reste une très belle équipe à voir jouer. Après, voilà, tu joues contre le top niveau. Je pense quand même que du côté de l'Atalanta, Koop Miners a manqué sur ce match-là. Beaucoup d'imprécisions techniques en 1. De 2, Ederson a été plombé par son carton jaune eu très 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 tôt dans le match. Quand même, c'est assez rare quand même qu'à la deuxième, troisième... Enfin, dans même pas les 10 premières minutes, on te met un carton jaune. Forcément, ça conditionne derrière ton match. Il n'a pas pu avoir le rayonnement qu'il avait habituellement. C'est dommage pour lui aussi. Mais vraiment, oui, là, l'Atalanta est tombé sur une équipe évidemment plus forte. Hein. Après, ça arrive, hein, c'est comme ça. Premier trophée donc du Real de Madrid. Et donc, pour parler à présent du football anglais, assez rapidement, bien évidemment, c'était la première journée de championnat. Globalement, les grosses équipes ont fait le taf, hormis Chelsea, mais bon, Chelsea jouait contre Manchester City, donc pour le coup, voilà. Voilà, et Haaland qui a bien redémarré sa saison. C'est ça, exactement. Que ce soit Arsenal, Liverpool, Manchester City, Aston Villa, United également. Qui s'est imposé contre Fulham avec un premier but pour Zirkzee. Premier match de Première Ligue pour Zirkzee et premier but pour lui. Donc super première entrée en matière pour l'ancienne Bologne et du Bayern. C'est ça. Un Liverpool timide en première période de ce que j'ai entendu, puis après très solide derrière, et j'ai vu sur l'ouverture du score cette passe de Trent Alexander-Arnold pour Salah. Mais quelle passe pour le but de Rota. Après, Brighton, équipe intéressante, mais
comme j'avais dit en début de saison l'année dernière, j'ai plus envie de me hyper. J'étais très hypé l'année dernière sur les 3-4 premiers matchs pour après être très déçu par la suite. Donc j'attends la fin du mois de septembre peut-être pour me hyper sur le football de Brighton. Il y a, je pense, un des matchs aussi qui était à suivre, c'était le West Ham Aston Villa avec Onana qui est arrivé à Aston Villa, qui a ouvert le score sur un corner. Villa qui a une deuxième grosse occasion à la 21e avec Bailey qui trouve le poteau avoir dribblé le gardien. West Ham qui égalise sur un penalty très très gentil, tiré par Paqueta. Et Villa qui va finalement gagner grâce à ses remplaçants avec Madsen, l'ancien de Dortmund et de Chelsea, et une action en une touche de balle avec Ramsey et Duran. Dans les autres matchs, c'était Newcastle qui s'impose 1-0 face à Southampton, alors qu'ils étaient à 10 contre 11 dès la 28e minute. Et Crystal Palace qui perd à Brentford, malgré Jean-Philippe Mateta qui est revenu de ses excellents JO, et l'arrivée de Daichi Kamada, l'ancien de Francfort et de la Lazio. Enfin, on notera le match nul un partout entre Nottingham Forest et Bournemouth. Donc, je pense qu'on va encore faire le classement. C'est ça. Si tu l'as, je te laisse le faire. Sinon, je le fais moi. Oh, je te laisse faire pour le classement. Alors, là, le classement de cette première journée de Première Ligue. Comme dans les autres championnats, il n'y a pas encore grand-chose à dire. On a 8 équipes à 3 points. Brighton, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Aston Villa, Brentford, Manchester United et Newcastle. Avec Brighton premier ayant marqué 3 buts, ayant gagné 3-0. On a 4 équipes à 1 point. Bournemouth, Leicester, Nottingham Forest et Tottenham, les Spurs. Et on a le reste avec 0 point. Crystal Palace, West Ham, Fulham, Southampton, Chelsea. Et les relégables actuellement sont Ipswich Town, les Wolves et Everton. Et voilà le tour de notre petite tour d'Europe, messieurs. Et effectivement, le Tour d'Europe est terminé pour cette semaine. Bien évidemment, si au cours de la semaine, nous avons d'autres informations, je pense que du côté de Bordeaux, on risque forcément d'en avoir, puisque là, maintenant que le club est concentré sur le sportif, il va y avoir des recrues, et donc il risque d'y avoir d'autres informations. Également, s'il y en a au niveau du mercato, on n'hésitera pas à l'indiquer, et donc voilà, tout simplement. Eh bien, bonne soirée, mec. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tout le monde et à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine. À la semaine pro. Ciao. La suite au prochain numéro. Exactement.